mass mailing est clairement mort. C'est juste extrêmement efficace, extrêmement puissant. Google essaie de changer un peu les règles du jeu. Vraiment, ça a changé notre façon de faire de l'acquisition. En inbound setting, quand on joue sur nos contenus, là on peut monter à sur %. Grosso modo, 10 à 20% des conversations finissent en appel. N'oubliez pas que les métriques propres aux réseaux sociaux ne servent pas vos objectifs business, mais servent les objectifs business du réseau social en question. Je dirais toute l'automatisation. Avec notre boîte Skillesia, on a accompagné 650 entreprises B2B en 4 ans. Donc forcément, on sait 2-3 trucs sur le marketing et sur ce qu'il va advenir dans les prochains mois, voire les prochaines années. Là, on va se la jouer Nostradamus avec 7 prédictions qui, à notre sens, sont déjà en train de se réaliser et qui, si vous les appliquez, si vous en tenez compte, vont vous donner une longueur d'avance. On va vous faire part de nos recommandations pour tirer le meilleur parti de cette évolution, tirer le parti de cette prédiction qu'on vous fait, qui, pour la plupart, sont donc, comme on l'a dit, déjà en train de se réaliser et pour bien vous positionner sur le creux de la vague, comme il faut. On est parti. Première prédiction, le cold email va continuer sa dégringolade. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ouais, on a pas mal de retours là-dessus. C'est vrai que ça a été un gros chantier, puisque forcément, le cold mailing, ça a sa place dans la outbound depuis plusieurs années maintenant. Google essaie de changer un peu les règles du jeu, notamment avec Gemini. Donc voilà, les choses bougent, les choses changent. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire, au vu de ce à quoi jouaient les gens sur du cold mailing. Quand tu parles de Gemini, en vrai, on se rend pas compte à quel point l'IA va changer la donne et est déjà en train de changer la donne de deux côtés, en fait. Du côté de l'émetteur et du côté du récepteur. Le truc, c'est que du côté émetteur, l'IA, avec des outils comme Instantly, par exemple, et tous les outils s'y sont mis, en fait, ont rajouté de l'IA et ont été chopés leur petite connexion API vers ChatGPT et vers des LLM, ont permis à leurs utilisateurs de rédiger des emails avec l'IA. Donc là, aujourd'hui, avec un outil, avec un Lemlist, avec un Instantly, tu peux littéralement rédiger une séquence d'emails en quelques clics. Le problème, c'est que ça provoque une régression vers la moyenne de malade mental et qu'en plus de ça, ça démocratise encore plus l'accès au cold email. Et donc, les gens se sont mis à envoyer des cold emails dans tous les sens, des emails de qualité toujours plus, à toujours plus de monde. Et de l'autre côté récepteur, l'IA aussi est venue avec Gemini notamment, pour ajouter une surcouche IA pour faciliter la hiérarchisation des mails en fonction des différentes boîtes de réception, promotion, etc. Et en plus de ça, commence à vulgariser un petit peu le contenu des boîtes de réception et des mails, qui fait que là, aujourd'hui, tu commences à avoir des comptes rendus de mails sans avoir besoin de le lire. Et donc, ça a provoqué une chute énorme de délivrabilité qui est accentuée par une hausse, comme je l'ai dit tout à l'heure, constante du nombre d'emails envoyés en premier lieu. Donc, saturation des boîtes mail et saturation cognitive aussi des gens qui, en fait, en peuvent plus de recevoir des emails génériques tout pourris et qui deviennent plus du bruit parmi lequel on ne sait pas comment identifier le signal, quoi. C'est pour ça que c'est pas plus mal, clairement. Moi, je pense que ça vient dégrader le marketing, l'acquisition au global. Je sais pas ce que tu en penses. Forcément, ça nous complexifie la tâche, mais on va dire pour les bonnes raisons. Et c'est pas plus mal même qu'un Gemini puisse faire un peu de modération sur tout ce qui est travaillé pour essayer de limiter tout ça et garder que le bon en fait de cette stratégie. Donc voilà, je pense que comme le cold call, il y a eu une époque où tout le monde, on va dire, fonçait à ce niveau-là et du coup ça donnait des choses qui sont des choses très peu quali finalement à la fin. Je pense que ça va être la même chose pour le cold mailing et que ça va revenir, on va dire, plus fort, mieux structuré et avec les bonnes mesures, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut en dire côté data ? Je sais que là tu es plus dans la data que moi, notamment du côté de nos accompagnements. On l'a constaté aussi sur nos propres campagnes, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire là, côté performance et évolution de ces performances-là ? C'est vraiment toutes les performances, les attentes cold mailing sont revues fortement à la baisse. Effectivement, il y en a plein qui me diront oui, sur les quotas, il suffit de rajouter des utilisateurs, donc forcément, il faut multiplier drastiquement les utilisateurs pour pouvoir envoyer plus de mails. Donc c'est pas la solution et en plus de ça, il y a aucun effort de fait sur la partie copy. Donc Gemini, lui, il passe dans tout ça et derrière les providers aussi sont de plus en plus méfiants. Et donc du coup, ça donne en fait de la délivrabilité en baisse. Les gens mettent aussi tous ces mails-là en spam, maintenant beaucoup plus facilement qu'avant. On se pose moins de questions avant d'envoyer en spam. Donc forcément, les résultats sont en baisse et en plus de ça, ça met en danger les domaines. Donc nous, on a tendance à éviter, d'ailleurs c'est pas qu'on a eu tendance, c'est que concrètement, on a mis en pause la plupart de nos stratégies de cold email pour retravailler d'autres canaux d'acquisition à outbound parce qu'en fait, celui-ci devenait beaucoup trop dangereux pour nos clients.
Pour donner un ordre d'idée, moi, j'ai fait beaucoup de cold email, c'est ce que je faisais en fait avant, Scalesia, et je formais les gens à ça et donc je faisais partie des experts sur le sujet, entre, 2019 et 2021, grosso modo. Ensuite, j'ai vogué vers d'autres horizons et à l'époque, la moyenne de mes performances sur mes campagnes était de 85 d'ouverture et j'étais pas content en dessous de 20-25 de réponses et j'allais très facilement chercher du 30-35-45 par moment de réponses sur des campagnes et à l'époque, vraiment, ça faisait partie de mes standards. C'est-à-dire qu'une campagne en dessous de 70 d'ouverture et en dessous de 15-20 de réponses était une campagne à optimiser. Ouais. Et aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'inatteignable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une campagne satisfaisante commence à partir de 40 d'ouverture. Et moi, ce qui, moi, me terrifie perso, parce que je suis encore habitué, je suis encore habitué à mes anciens standards, quoi. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit que tendanciellement, il y avait un problème, qu'il y avait effectivement une inversion d'épaule. Et qui dit inversion d'épaule dit réinvention, nécessaire réinvention complète de sa méthodologie de travail et de son approche même du canal en question. C'est pour ça qu'on s'est donné un petit peu le temps de laisser le truc en jachère pour voir le truc décanter. Qu'est-ce qu'on met en place chez nous, chez nos clients, et qu'est-ce qu'on recommande de mettre en place là pour survivre à cette évolution. Bon, je pense que tu l'as compris là, on va envoyer un max de valeur et d'infos dans cette vidéo. Le truc, c'est que apprendre des choses, c'est cool, mais les appliquer pour générer des vrais résultats, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on a pensé à toi. On t'a compilé une note de lecture, une fiche de lecture ultra actionnable, ultra concrète, ultra concise, avec à chaque fois, tu verras pour chaque partie des checklists concrètes. Tu as juste des cases à cocher en fait pour aller chercher les résultats correspondants. C'est directement en description de la vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, remplir un petit formulaire et en plus d'accéder sur nos archives donc à la note de lecture correspondante, tu vas accéder à plein d'autres contenus, toujours très actionnables, toujours le plus chargé en valeur possible. Bref, je t'embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. Bon, le plus simple, ça serait, en attendant de voir les choses s'améliorer ou on va dire changer et se figer un petit peu, j'aurais tendance à dire de mettre le cold email sur pause. Maintenant, effectivement, si le cold email prend une place importante dans votre acquisition, là, ce qui peut être fait, c'est que, effectivement, retravailler le copywriting pour qu'il soit un peu plus conversationnel. Et vous allez voir que c'est un terme qu'on va sortir plusieurs fois pendant ce podcast. C'est de respecter encore plus les différents envois. Le conseil, à part stopper, finalement, c'est d'être beaucoup plus minutieux, attentif sur la copie, sur les envois, d'arrêter et d'enlever cette idée de mass mailing. Pour moi, le mass mailing est clairement mort. Et cold emailing ne veut pas dire mass mailing. On peut travailler intelligemment avec la bonne copie, avec la bonne segmentation, sans envoyer à la terre entière, en fait, du caca en boîte. Mais ouais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas terrible. Les gens, en fait, comme tu dis, une grosse régression vers la moyenne. Les mails se ressemblent, on s'intéresse pas aux personnes, personne veut devenir le lead de personne. Bref, du coup, en fait, on crée un peu cette guéguerre et le cold email n'aide surtout pas parce qu'on reste en fait dans ces années 2020-2021 avec la copie aussi qui était présente à l'époque, donc du coup très transactionnel plus que conversationnel. Donc j'ai envie de dire, revenir sur des choses assez simples, d'essayer d'émuler au maximum les mails qu'on peut recevoir en interne, hein, ça change pas, de s'intéresser aux gens, d'être simple en fait dans la copie et de bien travailler aussi tout le warm-up et tout le setup de délivrabilité de sa stratégie de cold email. C'est-à-dire que comme pour toute résolution de problème de surface insoluble, il y a, je préconise toujours 2 angles d'attaque. Heu, Si tant est qu'on s'est bien posé, la plupart du temps, on s'est mal posé le problème, on s'est mal posé la question, donc il y a déjà un sujet de l'ordre méta-questionnement, c'est-à-dire se poser la question de: «Est-ce que le problème que j'ai identifié comme un problème, est-ce qu'il est réellement un problème et est-ce que j'ai identifié le bon problème?» Mais si tant est que là, c'est le bon problème, il y a 2 angles d'attaque pour moi. Premier angle d'attaque, c'est revenir au premier principe du truc. C'est-à-dire, enlever tout le bruit, enlever tout le superflu. Donc virer, dans le cas du cold email, virer tous les outillages, virer, toute l'automatisation. Vraiment revenir au premier principe qui, dans ce cas précis, sont une boîte mail, un récepteur, Mmh. c'est tout et une proposition de valeur et ainsi de suite. Et donc, c'est juste envoyer le bon email à la bonne personne, tout simplement pour lui délivrer le bon message. Et donc, pour moi, comme pour tout le reste, cette inversion d'épaule va nécessairement va induire ce retour au premier principe et ce retour aux fondamentaux. Et ceux qui vont tirer leur épingle du jeu en prospection par cold email
purement par cold email en 2025, seront ceux qui justement accepteront cette nécessaire réinvention, de se défaire de tout ce confort technologique Mmh. et de se remettre au charbon avec le zéro outil et juste une boîte mail, un email à contacter, un contact à contacter et faire des tests comme ça sur des tout petits volumes et y aller vraiment au charbon, quoi. Et donc ça permettra à quoi? Ça permettra de justement rebâtir de zéro sur la base d'un prisme de data qu'on va reconstituer là aussi de zéro et d'étoffer le truc au fur et à mesure. Continuer de faire plus de ce qui ne marche pas, bah, c'est le meilleur moyen de multiplier par zéro et d'avoir des résultats tout pourris. Exactement. Ça nous fait aussi, tu vois, c'est vrai que là, on peut même zoomer aussi sur tout ce qui est intelligence, ingénierie conversationnelle, ce qui nous fait aussi une passe directe vers, le setting. Du coup, Bah peut-être ouais. on peut en parler. Je sais qu'on en parle, Ouais, souvent, mais ça, c'est plus qu'une prédiction, c'est un gros sujet finalement qu'on traite aujourd'hui et qu'on a envie de démocratiser. Peut-être que tu peux en dire un peu plus, Benoît, sur le sujet? ouais, carrément. Bah, ce que j'allais dire, c'est que le 2e mode d'attaque pour résoudre un problème de ce type, c'est, de faire un pas de côté. Donc de se dire: «Bah, OK, comment est-ce que je peux contourner le problème?» Et là, contourner le problème, bah, c'est aller creuser d'autres canaux transverses, Mmh. au cold email, c'est-à-dire, bah, le cold call, la prospection téléphonique. On a d'excellents résultats en prospection téléphonique. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que, bah, c'est, par définition pas du marketing, c'est vraiment de la prospection sales commerciale en tant que telle. Par contre, on va parler de setting avec la deuxième prédiction. Le setting va prendre le relais. Alors, on en a parlé extensivement sur cette chaîne. On va continuer d'en parler parce que c'est game changer, non seulement pour nous, mais game changer. C'est vraiment ça a changé notre façon de faire de l'acquisition à la fois au sein de Skelesia et chez nos clients. Et ça marche systématiquement. C'est assez fou. Qu'est-ce qu'on peut en dire du setting? Ça m'intéresse d'avoir ton écho, d'ailleurs, Christian, parce que j'en ai parlé de nombreuses fois avec Flavien, plusieurs fois sur cette chaîne. Par contre, on n'a jamais pris le temps d'en discuter. Comment déjà tu le définis de ton côté? Et ouais, quel est ton écho, ta lecture du truc? Ouais, bah, déjà, il faut se dire un truc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de, c'est quoi la différence entre l'outreach LinkedIn, du LinkedIn automation, et du setting? Alors, vous allez voir qu'il y en a pas énormément. En fait, ça va jouer surtout en 2 temps. Il y a 2 types de setting déjà. Il y a un premier setting qui va être plus inbound, donc qui va se jouer directement sur, nos commentaires, les réactions à nos posts, sur nos contenus. Bref, on peut, toujours jouer, cet effet rebond, en fait, avec nos contenus pour pouvoir amorcer et commencer une discussion. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et il y a aussi l'outbound setting qui se rapproche sensiblement de l'outreach LinkedIn, de ce qu'on peut voir aujourd'hui en LinkedIn, en automatisation LinkedIn, avec effectivement une séquence qui est envoyée, mais là où la grande différence se fait avec l'outreach LinkedIn, le setting, lui, va vraiment poser une vraie expertise, une vraie intelligence sur la partie conversationnelle. C'est-à-dire qu'une fois que la personne répond, une fois on a réussi à capter finalement son attention en posant une question, quelque chose de très ouvert, de très conversationnel finalement. C'est à ce moment-là en fait que on pose aussi toute une stratégie, tout un flux de questions en fait finalement pour aller chercher les bonnes réponses, pour commencer à descendre la personne dans le funnel et essayer de s'intéresser à elle réellement pour aller prendre un rendez-vous. Ça pour moi c'est une des choses les plus importantes, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui définit pour moi le mieux le setting aujourd'hui. En fait, le setting s'axe sur un cheminement relationnel qui est, heu, le même quel que soit le canal, parce que c'est une constante. Bah, c'est toujours commencer par une conversation qui amène, par la force des choses, au fil du temps, une relation, qui Mmh. amène ensuite des intérêts communs identifiés et qui amène, in fine, une potentielle transaction. Le setting va intervenir au tout début, sur les 3 premiers pans de la chaîne, avec pour objectif d'identifier de potentiels intérêts communs. Ce qu'on appelle en langage LinkedInien des synergies. Ne dites jamais synergie dans vos messages, là vous avez perdu l'opportunité instantanément, hein. Synergie, mot à bannir absolument. Mais concrètement, le setting, c'est ça. Et après, il y a toute une histoire de contexte. Contacter les bonnes personnes sur la base des bons déclencheurs, soit parce qu'ils ont consommé votre contenu et qu'ils ont bah, témoigné d'un engagement spécifique, ils ont liké, ils ont commenté, ou voilà, c'est des choses à hiérarchiser, à identifier, sur la base d'un ciblage précis, si vous faites ce qu'on appelle du setting outbound, désolé de l'anglicisme, c'est-à-dire du setting ciblé auprès d'une cible qui ne vous connaît pas, mais avec Mmh. qui, par ingénierie conversationnelle, parce que vous avez ingénieré le truc, vous l'avez bien cartographié, et ben vous allez être en mesure de générer énormément de réponses. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, on génère à peu près 30 à 40 de réponses, si je ne m'abuse. Christian, Ouais, c'est corrige-moi ça, si c'est ça. vraiment 30 à 40 de réponses en moyenne sur nos prises de contact. Ça s'automatise pas. Par contre, c'est juste
extrêmement efficace, extrêmement puissant et grosso modo, 10 à 20 des conversations, finissent en appel. D'ailleurs En appel, d'ailleurs, tu dis 30-40, ça c'est sur de l'outbound setting, mais effectivement en inbound setting, quand on joue sur nos contenus, là on peut monter à sur des 70-80, parce qu'en fait voilà, on va donner un replay, on va poser une question, on va demander si le contenu a plu, donc beaucoup plus simple, on va dire, d'ouvrir la discussion dans ce sens-là, donc forcément les taux suivent. et ce que ça induit, c'est que, bah, comme on l'a dit, tout à l'heure, le setting va prendre le relais sur le cold email, en tout cas temporairement. Là, on parle vraiment, Mmh. de 2025, potentiellement 2026. Ça va prendre le relais, ça va permettre de combler le trou dans la raquette, mais ça implique quelque chose parce que justement, le setting fonctionne d'autant plus à merveille quand il s'ancre sur du contenu existant. C'est, que, bah, le contenu va devenir une commodité, une nécessité absolue pour exister, pour être visible auprès de sa cible en 2025, plus que jamais en fait. Et d'autant plus avec l'explosion de l'IA et du contenu généré par IA, que ce soit du texte ou de la vidéo, etc., parce que ça se démocratise et la technologie n'en finit plus de progresser. Et ben, ce bruit ambiant croissant va induire justement une nécessaire repensée là aussi du contenu, qui est, je le rappelle encore une fois, obligatoire aujourd'hui. Et donc, on va vous parler ensuite de ce qui, selon nous, va changer niveau contenu et comment vous pourrez tirer d'ores et déjà votre épingle du jeu avec plusieurs formats qui, de notre côté, génèrent des résultats juste incroyables. Mais avant ça, petite checklist sur le setting. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui en mode checklist, Christian, pour aller potentiellement générer dès aujourd'hui nos premières opportunités, nos premières conversations en setting? Qu'est-ce que tu Ouais, recommandes? carrément. Alors, déjà, en inbound setting, forcément, hein, de publier, parce que le meilleur moyen de pouvoir rebondir et faire suite, en fait, avec une bonne discussion, c'est de publier, d'ouvrir un intérêt, enfin bref, un élément de discours en commun, finalement, pour pouvoir échanger, c'est toujours plus intéressant. Donc, ça, on va dire, c'est le prérequis de base. Nous, ce qu'on aime bien dire à nos propres clients, hein, tu me diras, Benoît, si c'est le cas, mais c'est vraiment de pas trop ingénieriser, pas complexifier finalement la trousse à outils, de faire les choses simples, surtout au démarrage, pour pouvoir en fait générer et suivre ces premières discussions. Encore une fois, il y a toujours moyen de le passer à l'échelle, ça reste chronophage. Je pense qu'il faut revoir de toute façon les ambitions à la baisse en termes de volume, mais ça, c'est commun pour tous les canaux d'acquisition. Par contre, en termes de performance, on peut vraiment venir changer le paradigme, c'est-à-dire qu'en fait, on aura plus de performance pour moins de discussions lancées, moins de communication, de messages envoyés. Donc en fait, ça s'équilibre. En tout cas, c'est ce qu'on aperçoit de notre côté, c'est que ça s'équilibre à ce niveau-là. Donc déjà en termes d'outils, assez simple, hein, un bon Airtable pour pouvoir suivre ou un Google Sheet pour pouvoir suivre les différentes discussions, voilà, savoir ne pas se perdre en fait dans les discussions, notamment avec les personnes avec qui on a déjà échangé, qui ont déjà répondu, pour pouvoir en fait suivre un peu le fil hein, de ces échanges-là. Ça c'est hyper important. Forcément, nous on travaille sur LinkedIn, on est en B2B, c'est la meilleure plateforme hein, pour pouvoir le faire, même si encore une fois, nous on l'a piqué au B2C, cette stratégie-là. Donc typiquement, c'est quelque chose qui se faisait sur Insta de base. Après les outils, j'ai envie de dire, tu vois, de faire vraiment un truc simple, tu vois, pour le coup, j'ai même pas envie de parler d'outils. Tu vois, j'ai vraiment envie, tu vois, de créer en fait directement sa séquence de messages sur un bon Whimsical ou un Miro pour pas perdre le fil. S'il y a un Magical, à la rigueur, pour commencer à gagner du temps, c'est un outil qui permet vraiment de pouvoir faire certains raccourcis sur les messages, sur les réponses à apporter en discussion. Voilà, c'est un gain de temps, c'est un certain confort. Après, encore une fois, juste une bonne logique de conversation, l'envie de parler aux gens, l'envie d'échanger, et un Google Sheet ou un Airtable pour suivre tout ça, ça fera largement l'affaire. Et après, effectivement, d'autres outils se présentent pour industrialiser un poil plus la stratégie. Donc, ça se fait avec le temps. Mais un conseil, faites les choses simples avant de commencer. Complètement. Et moi, j'ai 2 recos, très rapides. Premièrement, c'est, le meilleur moyen de recevoir une réponse et de faire perdurer la conversation, c'est, de vous intéresser sincèrement à l'interlocuteur. Le meilleur moyen de recevoir une réponse, de prime abord, c'est, de visiter le site de la personne, et de lui poser une question très concrète sur son activité et vraiment sincère. Prendre le temps, prendre 1 minute, 2 minutes pour le faire, ça change absolument tout. Et ça nécessite effectivement, d'y prendre le temps, de prendre le temps qu'il faut.
Par contre, si derrière, c'est pour générer 30 à 40% de réponses et donc derrière de conversations qui découlent vers 10 à 20% d'appels, euh, ça reste un temps extrêmement bien investi. Le setting, c'est un des canaux les plus prédictibles. Donc, on en vient à la deuxième recommandation qui est concentrez-vous, assurez-vous d'un bon volume d'input au quotidien. C'est-à-dire tous les jours, assurez-vous de prendre le temps nécessaire pour envoyer un certain nombre de messages et maintenir un nombre de conversations en cours Mmh, constant, parce que justement, cette loi des nombres va vous permettre de faire invariablement, algorithmiquement, tomber un certain nombre de rendez-vous, et c'est tout ce qu'on veut. clairement. On passe à la troisième prédiction. Les lives vont s'inviter dans la danse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par live? On parle des lives, on parle en fait tout simplement d'une twitchisation progressive du marketing B2B. Quelque chose qu'on a commencé à opérer de notre côté, parce qu'on fait depuis bientôt un an maintenant un live par mois. On devrait en faire plus, on va se mettre à en faire plus, mais les lives, pour le coup, nous ont vraiment énormément apporté, tant en termes d'acquisition que sur d'autres pans de notre marketing. Qu'est-ce que tu peux en dire de ton côté, Christian? Ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus. Bah, déjà, pour moi, le principal gain, en fait, des lives, c'est le fait qu'on s'est rapproché réellement de notre cible. C'est-à-dire que souvent, c'est assez simple, tu vois, on a une newsletter, on avait des vidéos, on avait pas mal de choses, mais en fait, finalement, de pouvoir faire des lives, c'est aussi avoir les réponses un peu, les réponses des gens, en fait, les commentaires en direct. Et ça, effectivement, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant parce que ça nous permet d'aller un peu plus en profondeur, de vraiment comprendre où sont les points bloquants en fait pour nos futurs clients, pour nos prospects, pour les personnes qui nous écoutent. Donc déjà rien que cette proximité gagnée avec nos potentiels prospects, c'est un vrai gain en soi. Donc moi vraiment s'il y a un élément que je dois garder en tête, c'est celui-ci et effectivement aussi la simplicité. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, et on le voit au travers de nos clients, qui arrivent avant qu'on travaille avec eux cette stratégie de live. C'est aussi une technicité qu'on a en tête sur la stratégie qui est pas du tout celle attendue en fait le jour J. Là, les outils sont très simples maintenant d'accès. On crée, il n'y a plus besoin d'avoir une régie, d'avoir du matériel hors de prix. En fait, on peut très bien avoir un bon micro, une bonne caméra nomade pour la plupart, qui fait très bien le taf et surtout après d'axer la majorité de son temps sur la qualité de ce qu'on va dire en live. Et effectivement, moi, voilà, c'est les premiers éléments que j'ai en tête, c'est déjà de s'enlever une certaine pression sur l'outillage, sur la technicité de cette stratégie, puisqu'en fait, elle se simplifie réellement et du coup est accessible à tous. Ce qui se passe en fait avec le contenu, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, et là on ne va rien apprendre à personne, l'IA a provoqué une explosion de la quantité de contenu Mm. publié. Et le truc, c'est que l'IA, par définition, va se concentrer sur de l'informationnel, et de l'informationnel qui va régresser vers une moyenne qui est de plus en plus basse. Et donc, c'est de plus en plus facile de produire du contenu, sauf que, problème, c'est de plus en plus facile de produire du contenu de moins en moins qualitatif, parce qu'il s'opère un truc très pernicieux, c'est que l'IA s'éduque sur le contenu publié, et donc au fil du temps, l'IA s'éduque sur son propre contenu. Et donc, ça crée quelque chose qui, tendanciellement, ne peut que faire baisser la moyenne. Et le seul moyen de contrecarrer ça, eh ben, c'est de prendre le contre-pied complet de la façon dont on produit le contenu, dont on pense le contenu et dont on le délivre. C'est-à-dire passer d'un contenu très aseptisé, très intelligence artificialisé, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus humain. Et le live est parfait pour ça. Pourquoi? Parce que le live, c'est vous, votre expertise, vos capacités oratoires et votre audience qui va consommer votre contenu en live, avec qui vous allez pouvoir échanger, créer de l'intuitu, créer du relationnel, ce qu'aucune IA ne pourra jamais falsifier, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que d'ici 1 an ou 2 ans, parce que ça va tellement vite, on pourra programmer une IA qui fera live avec nous. Alors peut-être qu'on est nous-mêmes une IA en ce moment même, et que là, on est en train de se les bronzer aux îles Canaries, pendant que nos IA enfin, que Exactement. nous-mêmes, les IA de Christian et Benoît, sont en train de vous parler en ce moment même, c'est-à-dire nous-mêmes. Bref, on est en train de se péter le cerveau nous-mêmes les IA de Christian et Benoît. Bref, Inception, c'est l'enfer. faudrait que ça se répète Euh, en boucle et puis qu'il y ait une sorte de spirale. ex- le plot twist.
Le plot twist et on enlève le masque et en fait, derrière, tu as Schwarzenegger et donc le live est parfait pour ça et donc nous, de notre côté et du côté de nos clients, parce que, c'est un format qu'on fait produire à nos clients, on observe, des taux de conversion vraiment cool au sein du live. On observe derrière des retombées en termes de setting folles parce que les inscrits au live vous permettent de générer des conversations extrêmement qualitatives et ciblées si tant est que vous éditorialisez tout ça de la bonne manière. Permet aussi de générer énormément de réassurance, donc c'est un outil de conviction, ce qu'on appelle de nurturing, exceptionnel pour les prospects avec lesquels vous êtes en cours de discussion. Vous pouvez les inviter à un live pendant lequel vous allez délivrer toute votre expertise ciblée, contextuelle, et donc ça fait absolument toute la différence. Et vous allez pouvoir vous offrir un espace dédié de plusieurs dizaines de minutes, d'une heure. Nous, nos lives durent en moyenne 1 heure et demie, parfois plus, pour délivrer l'intégralité de votre savoir, en fait, ce qui vaut de l'or. Et, et en plus de ça, ça permet des retombées contenues de fou parce que nous, typiquement, ça donne lieu à des vidéos qu'on monte ensuite, ça donne lieu à de la distribution. Bref, à partir d'un seul et unique live, on peut créer une infinité de contenus différents sur différents canaux, différents formats. Donc, c'est absolument génial. C'est un carton plein sur tous les plans, quoi. Donc, on vous le recommande très, très vivement. Et en plus, c'est très facile à mettre en place avec les bons Et outils. je trouve que ce qui est intéressant aussi sur les lives, c'est que les entrepreneurs s'approprient encore plus leur expertise. C'est souvent, ils avaient tendance à s'y écarter un peu avec tout l'opérationnel qu'ils peuvent avoir au quotidien. Le fait de se remettre sur des lives, c'est aussi de pouvoir montrer à tout le monde que l'expertise est maîtrisée en interne, de réellement de se l'approprier ou de se la réapproprier. Et je trouve que finalement, l'entrepreneur, l'entreprise au global, il gagne énormément puisque là, on ne fake pas, on n'envoie pas du contenu un peu bateau. En fait, on est en face des gens. Les gens attendent un certain niveau, une certaine qualité de contenu et les entrepreneurs, les entreprises sont là pour ça. Donc moi, je trouve que c'est aussi ultra intéressant dans ce sens-là. Complètement. Qu'est-ce qu'on peut recommander en mode checklist là pour implémenter dès aujourd'hui, dès cette semaine, un premier live? Déjà StreamYard, hein, outil qu'on adore utiliser, assez simple d'utilisation. D'utiliser aussi la fonctionnalité live de LinkedIn. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et de le faire sur sur une personne, pas une page entreprise, puisque en fait, la personne, elle va bénéficier de son premier réseau, bénéficier en fait d'une alerte à son premier réseau le jour J. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour ramener un maximum de monde le jour J. Et puis en plus de ça, l'inscription est encore plus simplifiée par LinkedIn, puisqu'en fait, on chope déjà toutes les informations de base. On n'est pas obligé de créer un point de friction sur une inscription, on va dire, ailleurs, sur d'autres outils. On ne va pas les citer. Encore une fois, c'est intéressant sur du webinar, beaucoup moins pour du live. Donc, on enlève un maximum de points de friction. Donc, pour moi, un bon LinkedIn bien calibré et un StreamYard fait largement l'affaire pour pouvoir avancer. Pareil. Un micro, le Blue Yeti fait largement l'affaire. Vous embêtez pas. Par contre, une bonne connexion. Donc ça, c'est pour la partie équipement. Pour la partie éditoriale, un live égale un problème précis à résoudre. Et donc le template qu'on vous recommande pour vos titres, parce que tout part du titre en fait, c'est ça qui va déterminer si votre client idéal a envie de s'inscrire ou pas. C'est le template suivant, problème résolu ou résultat obtenu grâce à technique ou livrable. Et ensuite, vous allez dans des brackets livrabiliser le truc. Je donne des exemples concrets. Ça donne, par exemple, sur notre dernier live, notre stratégie marketing à 282 rendez-vous qualifiés par mois, entre brackets, plan d'action. Les 21 meilleures techniques de lead generation B2B en 2025, entre parenthèses, ou en bracket, tier list. Générer 50 à 80 rendez-vous qualifiés par mois grâce au setting, entre brackets, plan d'action. L'idée, c'est de rendre le truc le plus palpable possible, de positionner non seulement le résultat obtenu, la thématique en question et ce qu'on va obtenir concrètement parlant, et donc de mentionner un livrable, plan d'action, méthode, système à copier-coller, et ainsi de suite, histoire de concrétiser le truc au maximum. Éviter au maximum les abstractions. Et ensuite, dernière recommandation essentielle, distribuer l'événement le plus possible, le plus en amont possible et le plus souvent possible. En parler dès qu'on a l'opportunité. Et nous, ce qu'on fait, c'est que
les 10 jours, 2 semaines avant le live, et ben, on se crée toute une série de posts thématiques, notamment sur LinkedIn, où on va distribuer, déjà apporter de la valeur et distribuer le live en continu, en appel à l'action à la fin de ces contenus-là. Et plus on le fait, plus on a d'inscrits, c'est mécanique. Donc, en parler le plus souvent possible sur tous ces canaux. Si vous avez une newsletter, poussez le truc le plus souvent possible et ainsi de suite. Et ensuite, à mesure que vous allez en faire, parce que dernière recommandation, tout ça, ça se fait sur la durée. Vous allez amonceler une audience de plus en plus fidèle qui va revenir et ainsi de suite. Est-ce qu'on passerait pas au suivant? Ouais, carrément. Lead magnet. 4e prédiction, le retour des lead magnets. Alors, qu'est-ce qu'on entend par lead magnet? En fait, ça peut prendre plusieurs formes aujourd'hui, un lead magnet. Ça peut être un outil, ça peut être un Notion qui est ouvert pour pouvoir envoyer, encore une fois, un maximum de valeur. Ça peut être un audit gratuit. Ça peut être énormément de choses. L'objectif, c'est d'attirer des leads. C'est d'attirer, en fait, des prospects pour pouvoir, en fait, échanger avec eux, prendre un rendez-vous et, in fine, les closer. Donc, une vraie stratégie qui existe depuis longtemps, hein, notamment avec des PDF qu'on peut retrouver sur des ads, donc des choses assez classiques. Mais là, on va vraiment parler des lead magnets qu'on peut retrouver sur LinkedIn, donc de la part des créateurs qui vont pouvoir finalement donner ces accès à ces bases de données, à ces Notion, à ces outils, pour pouvoir en fait capter directement votre mail, votre numéro de téléphone, vos informations, pour pouvoir en fait échanger avec vous par la suite. C'est quelque chose qui avait vraiment le vent en poupe entre 2019 et 2021. Ça s'est soufflé déjà un petit peu en 2021. Mais en fait, les gens en ont eu marre à l'époque parce que ça marchait extrêmement bien. Donc, tout le monde s'est mis à le faire. Et traditionnel paradoxe des biens communs, les gens se sont mis à l'utiliser de plus en plus mal. Et donc, les gens s'en sont lassés. Parce que pendant une période, un post sur 2 sur LinkedIn était un lead magnet. Et un lead magnet qui, à chaque fois, et qui tendanciellement au fil du temps, délivrait du contenu de moins en moins qualitatif. C'est-à-dire qu'à la fin, les gens faisaient vraiment littéralement du lead magnet pour n'importe quoi. Ils écrivaient prout sur un PDF et puis ils en faisaient un lead magnet, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, les gens en ont eu marre. Ça fonctionnait plus. Et donc, il y a eu un laps de temps d'environ 3 ans où on n'en a plus du tout vu sur LinkedIn. Et là, c'est reparti. Par contre, au-delà du fait qu'on vous recommande de vous y essayer, il y a quelques bonnes pratiques à observer, essentielles, pour éviter justement qu'on retombe dans ce paradoxe des biens communs et que vous, a fortiori, au-delà du collectif, ça vous desserve individuellement. Premièrement, c'est de ne faire des lead magnets que pour des choses dont vous êtes résolument convaincu de la qualité. Moi, chez nous, en tout cas, le standard qu'on applique à nous-mêmes et qu'on applique à nos clients, c'est ne transformer en lead magnet que ce que vous êtes prêt à faire payer en théorie. Et donc, c'est pour ça que nous, une des accroches classiques qu'on met, et c'est sincère dans nos posts de distribution de lead magnet, c'est on aurait pu vendre ce contenu, on aurait pu vendre cette ressource plusieurs centaines d'euros, 200 euros, 500 euros, mais on préfère vous l'offrir. Pourquoi? Parce que c'est littéralement quelque chose qu'on est en mesure théoriquement de faire payer, qui a une valeur marchande. N'oubliez pas que c'est offert, c'est pas gratuit. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur, ce qui est offert en a une. Euh, on en vient ensuite à une deuxième reco. Le meilleur moyen d'avoir un lead magnet extrêmement cohérent entre ce que vous avez à offrir et la réceptivité de votre client idéal, de votre audience, de votre marché cible, c'est de prendre la ressource, le livrable, l'outil qui vous permet de générer le plus de valeur auprès de vos clients existants et d'en faire votre lead magnet, ou en tout cas votre premier lead magnet. N'ayez pas peur de donner tous vos secrets, parce que les gens ne vous paieront pas pour l'obtention d'une ressource, ils vous paieront pour l'implémentation de cette ressource, a fortiori si vous êtes dans le service B2B. Donc prenez cette ressource-là, vous allez gagner un temps fou sur l'éditorialité, sur l'idéation du truc, et allez-y à fond. Ensuite, quant au copywriting, soyez le plus concret possible, le plus direct possible, le plus concis possible. Là, c'est vraiment le moment d'y aller avec les rotules, avec les genoux. Donc allez-y le plus fort possible. Soyez le plus détaillé possible quant au contenu de la ressource en question pour vous permettre la meilleure projection possible de la part de votre audience. Et dernièrement, petite reco, quant au visuel, la meilleure façon de concevoir un bon visuel, c'est de faire une capture d'écran de la ressource en question, en mode scroller, quoi, et d'en faire un GIF, parce que ça permet justement cette projection, ça permet cette visualisation de ce qu'il y a à obtenir, et ça provoque une bonne partie de la frustration qui amène la personne à commenter le post. Et dernière promis, recommandation, soyez le plus véloce possible dans la livraison du contenu, dans l'envoi de la ressource. Et donc pour ça, n'hésitez pas à utiliser un petit peu d'automatisation
d'automatisation si vous le faites de façon raisonnée. Et une façon pratique de le faire, c'est de demander aux gens de vous inviter directement pour que vous n'ayez plus qu'à accepter l'invitation. Et ça s'automatise très bien ensuite avec Phantom Buster. Vous pouvez accepter beaucoup plus d'invitations que vous ne pouvez en envoyer, et vous pouvez glisser ça, glisser par la même occasion un petit message où vous allez délivrer le contenu en question. Et c'est tout ce qu'on... Effectivement, sur Lead Magnet, moi j'aime bien parce que nous, c'est historiquement ce pour quoi on se bat hein, depuis le début. On a été pas mal critiqués dans ce sens-là sur les premières années. Et en fait, on voit que là, de plus en plus de personnes s'y mettent réellement. Et sur du contenu qui est de plus en plus qualitatif, je suis content parce qu'effectivement, j'avais un peu peur vis-à-vis de l'IA. Les gens ont quand même compris qu'il fallait envoyer du contenu pertinent à forte valeur ajoutée. Donc sur des bases de données qui sont partagées, déjà construites, déjà enrichies, sur des audits gratuits pour en avoir fait un là il n'y a pas longtemps. Enfin, je suis globalement satisfait là du niveau de Lead Magnet. Maintenant, à voir combien de temps ça va durer. Mais profitez-en parce que en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde joue le jeu aujourd'hui. Ouais. Et ça nous fait une transition toute trouvée vers la 5e prédiction, qui est que le contenu va devenir de plus en plus expert et niché. Alors quand j'ai dit ça sur le papier d'apparence, j'ai pas dit grand-chose parce que le contenu doit être expert et niché, mais là d'autant plus en 2025-2026. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, notamment sur LinkedIn, mais un petit peu partout, il y a une démocratisation globale, je parle même pas d'IA pour l'instant, globale du contenu. De plus en plus de gens, fortiori des gens de plus en plus experts, comprennent l'importance de produire du contenu et donc sont de plus en plus prolifiques et vocaux quant à leur expertise. Donc premièrement, il y a cette nécessaire augmentation du flux qui provoque une très forte hausse de l'offre avec une demande qui croît beaucoup moins vite. Donc ça provoque quelque chose de très inflationnaire, une dynamique très inflationnaire du contenu qui provoque une chute du reach déjà sur toutes les plateformes et qui provoque donc une chute potentiellement des retombées commerciales. Et là aussi, il y a une nécessité qui est celle en guise de solution d'une prise à rebours, d'une prise à contre-pied de cette dynamique qui consiste non pas à continuer de jouer le jeu du reach et à faire le plus de clics, le plus de liens, le plus de likes, le plus de portée possible, mais qui consiste à, au contraire, redoubler de partage d'expertise, redoubler de singularité dans notre contenu et de produire un contenu qui nous ressemble de plus en plus. Quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, donc on va creuser tout ça. Quel est ton ressenti par rapport à ça, Christian, et qu'est-ce que tu as pu observer ces derniers temps? À part constater que les experts sont de plus en plus présents et savent prendre la parole et savent aussi communiquer et distribuer cette expertise, ce qui fait vraiment plaisir à voir hein, sur un réseau comme LinkedIn. Donc oui, c'est déjà de un agréable. Et en plus de ça, ça relève le niveau au global de toutes les stratégies marketing et commerciales. Et effectivement, en fait, ça fait sens avec tous les contenus, avec toutes les stratégies d'acquisition qu'on a amenées en amont, c'est-à-dire les lead magnets, les lives, même le setting. En fait, l'expertise, l'expertise est devenue un vrai prérequis en fait finalement en marketing pour pouvoir travailler efficacement cette partie-là. Exactement. Et ce que ça va provoquer aussi, c'est que l'audience, par définition, sera non seulement de plus en plus saturée cognitivement, parce on se fait de plus en plus déboîter avec un ensevelissement constant de contenu, mais surtout, elle sera de plus en plus éduquée. Alors, en tout cas, pas éduquée, mais informée quant à l'expertise qu'elle est en train de creuser à un moment donné, potentiellement celle sur laquelle vous vous positionnez avec votre produit, avec votre offre. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que publier du contenu générique, entre guillemets, je dis pas non qualitatif, mais générique, quant à cette thématique-là, va vous faire régresser vers cette moyenne-là dont vous n'allez pas pouvoir vous dépêtrer. Et donc, la solution, c'est de repartir, de vous départir de ce contenu-là générique, qui est peu ou prou la vulgarisation. Typiquement, comment, je dis n'importe quoi dans un exemple concret, qui serait, dans notre cas, par exemple. D'accord. Donc pour donner un exemple concret, dans le cadre de la prospection, ça serait, comment, générer votre, campagne, 1re campagne de prospection. OK, donc là, vous avez donné quelque chose de très, généraliste, de très, générique. Et ben, vous allez transitionner vers quelque chose qui serait: comment j'ai généré tel résultat pour tel secteur d'activité, méthode à copier-coller. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez transformer des insights, une information qui aurait été par définition très généraliste en quelque chose de très contextualisé
qui va parler à une audience précise et que vous allez incarner directement. Et la clé, c'est l'incarnation. Mmh. Vous n'allez pas vous différencier de vos concurrents, vous n'allez pas vous différencier des autres créateurs de contenu dans votre thématique sur la base d'une expertise qui va être 10 fois supérieure. Ça n'existe pas, ou en tout cas, il faut partir du principe que c'est pas le sujet. Vous allez vous démarquer de par votre singularité à vous, et ça passe par se mettre en avant dans sa personnalité, d'une part, mais aussi et surtout dans votre façon de travailler. Donc, ne parlez pas de ce que vous savez, ne parlez pas de ce que vous connaissez, parlez de ce que vous avez compris que les autres n'ont pas compris nécessairement, mais parlez surtout de ce que vous faites au quotidien et des résultats que vous générez. C'est le meilleur moyen de vous incarner et d'incarner ce que vous avez à dire. Donc là, petite checklist très concrète en récapitulatif. Concentrez-vous sur du contenu qui met en avant votre expertise. Concentrez-vous sur partager vos résultats avant tout. Évitez au maximum les outils de génération de contenu par IA, par LLM, qui, pour la plupart, pour l'immense majorité d'entre eux, vont vous recracher une ressucée de contenu complètement aseptisé, avec déjà une rythmique, une stylistique vraiment pas folle, et puis un contenu qui va vous faire régresser encore une fois vers une moyenne dont vous n'avez pas envie de faire partie. Et dernièrement, assurez-vous de vous adresser à un seul et unique avatar qui est votre client idéal et personne d'autre, et restez le plus concentré possible. N'oubliez pas que les métriques propres aux réseaux sociaux ne servent pas vos objectifs business, mais servent les objectifs business du réseau social en question. Donc départissez-vous-en autant que faire se peut. C'est des indicateurs, c'est absolument pas des fins en soi. Il vaut mieux publier un post qui fait 5 likes, mais qui vous permet de générer plusieurs milliers d'euros de vente parce que vous vous adressez directement à la bonne audience, plutôt qu'un post qui va faire 500 likes, mais ne va vous rapporter que 5 euros. Voilà. Donc, concentrez-vous J'ai là-dessus. un bon indicateur, moi, sur l'expertise, sur ces contenus, en fait, qui sont de plus en plus nichés et experts. Et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, c'est que ces contenus doivent quasiment être assimilés à du produit à part entière et peuvent être payants. Enfin, je serai demain en capacité de le mettre en vente sur mon site, tellement en fait la valeur ajoutée est présente et tellement en fait il y a cette expertise qui est mise en avant. Ce que je dis souvent à nos clients, c'est qu'il y a que 2 types de contenu. Il y a du contenu, d'une part, tellement qualitatif que vous pourriez théoriquement le vendre, Mm. et deuxièmement, il y a du contenu qui vous permet de distribuer la première catégorie. Et en fait, entre deux, il y a pas les deux, il y a pas grand-chose, si ce n'est de l'expérimentation. Il y a pas mal de choses à noter, mais c'est pour ça que petit bis repetita du call to action, on vous a fait une petite fiche récapitulative avec à chaque fois, pour chaque prédiction, une checklist dont vous allez pouvoir vous nourrir et implémenter dès aujourd'hui, dès l'issue de cette vidéo. Donc c'est dans la description, et on peut enchaîner vers la 6e prédiction, le 6e oracle. On est parti. L'appel de découverte, la session stratégique. Donc là, clairement, nous, c'est devenu notre CTA favori. Notre ouverture, c'est beaucoup plus simple, on va dire, à marketer qu'un rendez-vous avec un commercial, puisque, comme précédemment, on joue un maximum sur la valeur qu'on peut ressortir aussi de cet asset-là. Et là, clairement, la session stratégique, l'objectif, c'est effectivement, vous parlez à un commercial, mais celui-ci est formé et a une suite logique, en fait, pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Donc là, clairement, c'est juste de renforcer ce premier point de contact pour, encore une fois, suivre ce côté expert, en fait, tout du long, passant par du contenu jusqu'à ce rendez-vous-là. C'est ça. En fait, il faut partir d'un principe simple qui est que quand vous proposez un appel de découverte, vous allez générer des appels. Et c'est très cool parce qu'un appel de découverte, par définition, corrèle à la découverte d'un produit. Donc, quelqu'un qui book un appel de découverte tendra nécessairement à être intéressé par ce que vous avez à lui vendre. Donc ça va vous générer des opportunités plus facilement, en tout cas plus systématiquement. Par contre, vous allez passer à côté d'une part considérable de votre audience qui n'est non pas en phase de considération de votre offre, de votre produit, qui n'est peut-être même pas en phase d'exploration des solutions potentielles à son problème, mais qui est en phase de conscientisation et d'éducation quant à son problème. Donc quelqu'un qui est en train de petit à petit prendre conscience de ce qui se passe de son côté, en train de prendre conscience de sa douleur dans le dos, et en train de voir un petit peu ce qu'il en est, et en train de s'éduquer par rapport à ça. Et c'est là que la session stratégique tombe à point nommé, parce que vous allez pouvoir vous positionner au bon moment et le faire cheminer comme il faut, avec de par ce partage d'expertise dans son circuit décisionnel, dans l'élaboration de sa prise de décision. Et ça, c'est très très cool. Deuxième intérêt de cette transition-là, c'est que vous allez transformer
un appel de découverte qui est donc par définition un appel de vente, donc un appel où l'interlocuteur va conscientiser de prime abord qu'il a potentiellement quelque chose à perdre. Et la version à la perte est très très forte, très très puissante, notamment en France. En France, on adore acheter, mais on déteste payer et on déteste se faire vendre. Et donc, par définition, un appel de découverte va déclencher ce ressenti-là, cette sensation-là, qui va provoquer une friction et qui fait perdre des opportunités. Là où la session stratégique inverse ce relationnel, inverse cette dynamique et transforme le truc en apport de valeur. Session stratégique égale, je vais passer 30 minutes à t'apporter du concret, t'apporter de la valeur et c'est moi qui régale. Et donc, ça va changer absolument la donne. Et Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi une évolution côté sales que je trouve hyper intéressante parce qu'en fait, on force un peu l'équipe commerciale à être plus experte sur le sujet, de mieux maîtriser le produit, l'expertise au global de l'entreprise, et finalement, ça s'en ressent sur l'appel. Ces appels-là sont quand même beaucoup plus qualitatifs, sont bien appréciés, très appréciés d'ailleurs par la plupart des gens qui ont la chance de pouvoir en faire une. Bref, on a une équipe commerciale qui est au top, qui gagne en maîtrise sur le sujet, qui gagne en expertise. On se retrouve avec des ingénieurs d'affaires qui sont beaucoup, beaucoup plus capés que la plupart des sales aujourd'hui. alors, petite checklist, comment on implémente ça dès aujourd'hui? Bon, assez simple, hein. Déjà pour commencer, former l'équipe sales avant même de changer les CTA sur le site. Former l'équipe sales, leur expliquer, en fait, qu'est-ce qui va se passer pendant ces calls-là, qu'est-ce qu'ils vont devoir amener, quelles questions ils vont devoir répondre. Là, typiquement, c'est vraiment de pouvoir travailler ça avec l'équipe commerciale pour qu'elle soit préparée à ces appels-là et qu'on évite au maximum les prospects, les personnes qui viennent sur ces sessions et qu'on évite les points de friction potentiels sur ces sessions-là avec les différents prospects. C'est hyper important. Donc ça, pour moi, c'est la première étape. Former l'équipe commerciale, leur amener toutes les informations nécessaires, les préparer, leur donner de la documentation. Et dans un deuxième temps, assez simple, un changement de CTA sur le site où on vient transformer la copie autour d'appel de découverte, prendre rendez-vous, réserver mon rendez-vous, etc. Le tourner beaucoup plus sur cette opportunité finalement d'avoir, en tout cas de se faire offrir une session stratégique. Et ça, je pense que ce serait pour moi les deux étapes principales de cette stratégie. Vraiment quelque chose d'extrêmement important au sein du déroulé de l'appel, c'est de vraiment vous positionner en mode vente consultative. Heu, le premier appel n'a que 2 objectifs, c'est permettre à l'interlocuteur cet appel-là n'a que 3 objectifs. Premièrement, c'est de vous assurer que vous discutez avec un prospect qualifié. Donc c'est de vous assurer, que, les bonnes cases sont cochées de ce côté-là. Deuxièmement, c'est de permettre à l'interlocuteur de se poser les bonnes questions et d'y apporter les premiers éléments de réponse. Et troisièmement, c'est de proposer in fine, si les 2 premières cases sont cochées, les 2 premières conditions sont remplies, d'aller sur un deuxième appel pour creuser l'intérêt commun identifié. Donc une bonne session stratégique, c'est une session stratégique structurée de cette manière-là. Première partie, qui va durer environ la moitié de l'appel, vous allez poser des questions pour permettre à l'interlocuteur de déjà dégrossir son propre problème, sa problématique, de bien cerner le truc et vous de vous assurer que vous discutez avec quelqu'un que vous êtes en mesure d'aider. Deuxièmement, ensuite, deuxième partie, c'est lui présenter, définir avec lui un plan d'action concret pour lui permettre de résoudre son problème, même si vous n'avez pu l'investiguer que superficiellement. Et troisièmement, eh ben, c'est de lui proposer un deuxième appel où vous allez pouvoir creuser plus en profondeur et lui présenter un plan d'action plus concret et lui parler à ce moment-là de comment vous pourriez l'aider concrètement. Et une autre recommandation, c'est soyez explicite de prime abord, dès le début, en fait, au moment du booking, au moment de la réservation de l'appel, quant au fait que potentiellement, si vous identifiez une opportunité et mettez-le en toutes lettres, et ben vous vous réservez la possibilité de proposer un second appel justement pour présenter concrètement comment vous pourriez avancer
au sein d'une collaboration tarifée, quoi. Voilà. Donc soyez explicite là-dessus pour éviter les frictions. Et une autre recommandation là aussi, trouvez un moyen de disqualifier les profils qui, vous le savez, ne retireront pas de valeur de cet appel-là. Donc mettez en place, nous on utilise Typeform, qui nous permet de poser un certain nombre de questions et qui nous permet de disqualifier les personnes qui ne cochent pas un certain nombre de cases et qui, de toute façon, on le sait, nous feront perdre du temps et surtout elles-mêmes perdront du temps parce qu'on ne peut pas les aider. Et donc, elles n'ont pas accès, ces personnes-là, ces prospects-là, à notre outil de booking. Donc, mettez ça en place, ça va vous faire gagner énormément de temps, d'énergie et donc d'argent. Et ça, c'est absolument indispensable. Ça va faire surtout gagner un maximum de temps à votre équipe commerciale et je pense qu'elle vous en remerciera. Complètement. Et le dernier, 7e et dernière prédiction, ciblage macro, intent data. Déjà, on va casser un peu d'anglicisme. On va vraiment parler ici de données d'intention. Donc, clairement, déjà à faire attention parce qu'il y a souvent une confusion entre les données d'intention et les déclencheurs de vente, donc les sales triggers. C'est important d'exploiter les deux de manière appropriée, donc du coup, de faire la distinction. Déjà, les intent data, ça va être des signaux, principalement sur un intérêt potentiel d'un individu. Donc là, typiquement, ça peut être une visite d'un site, ça peut être le téléchargement, ça peut être en fait une action qui laisse un signal à l'entreprise, comme quoi cette personne a un vrai potentiel, potentiellement envie d'aller plus loin avec nos solutions, avec nos offres. Donc là, clairement, ça se joue de manière assez simple. Souvent un bon tracking sur le site internet, souvent derrière un bon travail de segmentation, d'enrichissement aussi en amont pour pouvoir aller chercher ces signaux-là. Et derrière, en fait, les outils font quand même aujourd'hui beaucoup de travail, notamment les CRM qui, eux, vont exploiter directement la donnée d'usage sur le site internet. Donc ça, déjà, il y a le premier point. Et tout à l'heure, je parlais des déclencheurs de vente. Donc là, typiquement, les déclencheurs de vente, on est plutôt sur, on va dire, sur des alertes en fait d'événements qui se produisent dans une entreprise. Donc là, typiquement, ça peut être du recrutement, ça peut être une levée de fonds, ça peut être un changement de poste. Donc là, c'est tous les éléments aussi qu'on peut retrouver sur quasiment les mêmes outils, qui vont jouer plutôt sur des outils annexes au CRM. Donc là, clairement, il n'y a pas besoin de tracking. Par contre, c'est des données qu'on peut aller chercher directement sur des sites spécialisés. Il y a un outil aujourd'hui qui regroupe, on va dire, et Sales Trigger et Intent Data. Donc on aime énormément pousser nous de notre côté. C'est par exemple Faro. On va retrouver aussi ces informations-là sur Sales Navigator ou d'autres sites un peu plus spécialisés sur des levées de fonds, sur des recrutements. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que typiquement Faro va regrouper le tout. Donc c'est pour ça que là, clairement, si on doit résumer un seul outil pour être efficace sur cette stratégie-là, je dirais que vous pouvez partir assez sereinement sur Faro. Au niveau de la checklist, assez simple déjà, c'est de bien connaître son ICP, bien de connaître les personnes avec qui on a envie de travailler. Pourquoi ? Typiquement, on ne peut pas deviner les données d'intention ou les déclencheurs de vente si on ne connaît pas son ICP. Forcément, les outils permettent d'aller chercher cette information-là, mais il faut encore savoir de quelle information on parle. Donc ça, c'est hyper important. Premier prérequis de base, bien connaître son ICP, se mettre vraiment dans leur peau, dans leurs décisions, dans le timing, en fait, porté aussi à l'achat potentiel. C'est hyper important pour pouvoir démarrer cette stratégie-là. Après, s'équiper en fait d'une bonne stack outils, donc typiquement comme Faro, comme SalesNav ou comme d'autres outils qui permettent de regrouper en fait toutes ces informations-là et aussi de bien les utiliser dans les campagnes. Encore une fois, on arrête les variables qui partent dans tous les sens en mode bonjour, prénom, civilité, nom d'entreprise, l'icebreaker en fait qui n'a rien à voir et qui a été suroptimisé pour pas grand-chose. Là, encore une fois, c'est des données qui doivent plus servir au calibrage de la campagne plus que dans des variables. C'est-à-dire que toutes les variables ne sont pas bonnes à utiliser. Et pour moi, il faut en mettre le minimum. Il faut en mettre le moins possible dans les campagnes. Donc vraiment, c'est des éléments qui vous servent à précalibrer, à configurer votre audience, à contacter cette audience-là dans le bon timing, au bon moment, avec les bons éléments. Mais encore une fois, ne surchargez pas votre copywriting. C'est vraiment la pire chose à faire. trop bien, trop bien. Et on en revient à une notion qui, en fait, a été le corollaire d'absolument tous les points qu'on a vus là et de toutes nos prédictions. C'est que 2025 et 2026, la clé se trouvera dans le contexte. Dans le contexte quant au contenu que vous avez publié, à qui, pourquoi et de quelle manière et où. Quant aux personnes que vous allez contacter pour les mêmes raisons. Et l'avènement de l'IA, la démocratisation de la production du contenu entraîne justement une perte de contexte et un bruit ambiant. Et
La différence entre du bruit et un signal, c'est que le signal a, lui, un contexte. Donc vraiment, soyez les plus contextuels et travaillez avant tout là-dessus. Et en fait, je pense que c'est un petit peu le point central et le point de synthèse de tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode. Comme d'habitude, petite fiche récapitulative ultra concrète, ultra actionnable en description de la vidéo. On se retrouve sur skillzia.co si vous avez envie qu'on bosse ensemble, ou en tout cas d'en apprendre un petit peu plus sur comment on peut débloquer et ou structurer votre croissance dans les prochains mois, parce que c'est notre métier. On l'a fait pour plus de 650 boîtes et en fait, on a arrêté de compter tellement on a accompagné de boîtes. Il y a une vidéo qui s'enchaîne automatiquement. C'est la magie de YouTube. On se dit à très vite. Bon, on se dit à tout de suite. Ciao.